Cette nuit-là, au Sahel, une annonce a fissuré le silence et les certitudes. Dans un pays longtemps associé aux pénuries, l'idée de planter 15 millions de bananiers surgit comme un contraste brutal entre ambition agricole et contraintes climatiques sévères. Que signifierait pour les habitants et pour la région si le pari, porté par Ibrahim Traoré, cessait d'être un symbole pour devenir un changement concret de quotidien? Une autre trajectoire africaine semble alors, l'espace d'un instant, se dessiner. La promesse centrale de ce programme ne se limite pas à une performance agricole spectaculaire. Elle touche à un enjeu plus profond, la possibilité de réduire une insécurité alimentaire qui, depuis d'assaut des décennies, fragilise les familles et accentue les dépendances extérieures. En filigrane, le projet avance un bénéfice clair: offrir une stabilité minimale là où les crises successives ont imposé l'incertitude comme norme quotidienne. Mais cette perspective s'accompagne de risques élevés. Transformer des terres sahéliennes appauvries en zones productives suppose de composer avec un climat imprévisible, des sols fragiles et des infrastructures limitées. Chaque étape engage des ressources humaines et matérielles déjà rares et expose le pays à un jugement international souvent sévère. Por somme, l'enjeu n'est donc pas seulement de faire pousser des bananiers, mais de démontrer qu'un effort collectif peut résister à la répétition des échecs passés. Si cette tentative échoue, elle renforcera le scepticisme ambiant. Si elle progresse, même lentement, elle pourrait redéfinir les attentes placées dans les capacités locales. Dès les premières semaines, deux faits ont surpris les observateurs. Plus de 20 villages se sont engagés volontairement dans l'initiative et les premières équipes locales se sont constituées à une vitesse inattendue pour un projet de cette ampleur. Ce chiffre, modeste, à l'échelle nationale, a marqué un basculement. L'annonce n'était plus seulement un discours porté par Ibrahim Traoré, mais un point de départ visible dans la vie quotidienne. Ce démarrage rapide a pris place dans un contexte particulièrement contraignant. Depuis des années, le Burkina Faso fait face à une dégradation progressive de ses hauts-sols, à des nappes phréatiques des fragiles selenas et à des saisons des pluies à de plus en plus courtes. Dans le Sahel burkinabé, chaque récolte dépend d'un équilibre précaire entre chaleur intense, vent sec et précipitations irrégulières. Ces conditions expliquent pourquoi de nombreux programmes agricoles antérieurs n'ont jamais dépassé le stade expérimental. Lorsque l'objectif de planter 15 millions de bananiers a été annoncé, une grande partie des experts étrangers y a vu une ambition déconnectée de ces réalités. Le bananier est une culture exigeante et en protection contre le stress climatique. Dans les analyses extérieures, l'absence d'infrastructures hydrauliques modernes semblait condamner l'initiative avant même son lancement. Sur le terrain, pourtant, un autre récit s'est progressivement imposé. Dans les villages impliqués, l'annonce a été interprétée moins comme une promesse chiffrée que comme une opportunité de renouer avec une capacité d'action collective. Des jeunes des jeunes ont commencé à défricher des bandes de terres abandonnées, tandis que des agriculteurs expérimentés partageaient leurs pratiques pour limiter l'impact du sable et de la déshydratation. Chaque plan mis en terre devenait un test, chaque ajustement une leçon immédiate. Ainsi s'est formée la toile de fond du projet: un environnement rude, un objectif colossal
et une population prête à explorer la frontière entre l'impossible théorique et la transformation progressive. Dans cette phase initiale, le projet a trouvé des relais humains qui ont donné chair à une ambition encore forêt abstraite. Dans la région de Kaya, un ancien agriculteur s'est imposé comme formateur improvisé. Habitué à maintenir des cultures malgré les vents secs, il montrait comment orienter les jeunes plants pour réduire l'exposition au sable, creuser des rigoles simples afin de retenir l'humidité et observer les premières feuilles pour détecter les signes de stress hydrique. Autour de lui, des volontaires venus de villages voisins observaient que reproduisaient comme un puis transmettaient ces, ces gestes élémentaires. Un second exemple a émergé près de Wasiguya. Là, un collectif de femmes déjà engagées dans des jardins maraîchers a proposé une organisation en parcelles collaboratives. Les tâches étaient réparties, les tours d'arrosage coordonnés et un registre manuscrit consignait les plans ayant survécu aux premières semaines. Maintenant, cette méthode, encore artisanale, a pourtant circulé rapidement entre communes, car elle offrait une structure claire dans un contexte d'incertitude. Ces initiatives locales ont produit des effets immédiats, bien que limités. Elles ont transformé la perception du programme. Il ne s'agissait plus d'attendre des directives venues d'en haut, mais d'adapter les étapes aux ressources disponibles. Chaque amélioration concrète, même minime, renforçait la confiance collective et réduisait le sentiment d'impuissance hérité des échecs passés. À travers ces figures et ces pratiques, le projet a révélé un levier souvent négligé: la capacité d'apprentissage partagé. Au fond, l'élan humain précède la réussite technique. Au départ, tout s'est enclenché rapidement. Avant l'annonce, les terres concernées restaient en grande partie en friche et perçues comme trop pauvres pour soutenir une culture exigeante. Tu vois, après la prise de parole publique, l'atmosphère a changé en quelques jours. En termes quelques jours. Des équipes locales se sont constituées, les outils ont circulé de main en main et les premières fosses ont été creusées avec une énergie qui contrastait avec les années d'attentisme. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le projet est entré dans une phase d'activation visible, presque fébrile. Cette montée en puissance a donné l'impression d'un pays engagé dans une expérimentation à ciel ouvert. Les rangées de jeunes plants s'alignaient, les zones d'arrosage rudimentaires étaient délimitées et les anciens validaient les gestes des plus jeunes. Chaque journée apportait son lot d'avancées, aussi modeste sur un souhait. L'élan collectif faisait oublier déjà temporairement les contraintes climatiques et les avertissements extérieurs. Puis le choc est survenu. C'est quelques semaines plus tard, la sécheresse s'est installée plus tôt que prévu. En l'espace de quelques heures, les forces il est de la population de des hommes de secteur lorsqu'on jeunes bananiers se sont recroquevillés sous les facettes de la chaleur et du vent sec. Les rigoles creusées à la hâte n'ont pas suffi à retenir l'humidité. Dans plusieurs villages, des dizaines de plants ont compté et ont jauni
presque simultanément, transformant l'enthousiasme initial en inquiétude palpable. Les discussions se sont durcies, condamnées, et la question de l'abandon a commencé à circuler. Le point culminant de cette phase critique a été psychologique autant que matériel. Les critiques internationales, relayées par les radios locales, décrivèrent sur Daguean le programme comme irréaliste pour un pays sahélien. Sur certaines parcelles, là évidemment, les habitants se sont réunis pour décider s'il fallait continuer à investir du temps et de l'énergie dans un projet qui semblait déjà vaciller. La dynamique collective, jusque-là fluide, s'est fragmentée. Pourtant, l'effondrement total n'a pas eu lieu. Dans plusieurs villages, de petits groupes ont choisi de persévérer. Ils ont protégé les plants survivants avec des brises-vents improvisées, testé des profondeurs trananies de plantations différentes et observé attentivement les rares signes de résistance. Cette persistance discrète n'avait pas inversé la tendance immédiatement, mais elle a empêché la disparition complète des parcelles expérimentales. À partir de là, une phase de réorganisation s'est amorcée. Les communautés ont commencé à comparer leurs échecs, à identifier les zones légèrement plus humides et à échanger leurs observations. Ce qui fonctionnait dans une commune était transmis à une autre, parfois par de simples visites improvisées. Progressivement, une méthode empirique s'est dessinée, fondée sur l'ajustement continu plutôt que sur un modèle unique. La reprise est arrivée avec les premières pluies éparses. Les plants encore en place ont retrouvé une teinte plus vive et de nouvelles feuilles ont émergé lentement. Cette amélioration limitée a suffi à arriver la motivation. Le projet est alors passé d'une logique de survie à une dynamique de continuité. Fragile, c'est assumé. L'évaluation du programme a commencé par un constat brut, difficile à contourner. Dans plusieurs villages du Nord, les habitants ont observé qu'environ 50% des jeunes plants installés lors de la première phase avaient flétri en quelques semaines. Cette proportion élevée a servi de référence initiale, révélant l'extrême vulnérabilité des bananiers face à l'évaporation rapide et aux vents secs du Sahel. Autrement dit, ce taux reflète une exposition directe sans contrôle suffisant de l'humidité. À partir de cette base très faible, un premier changement mesurable est apparu avec l'introduction ciblée de l'irrigation goutte à goutte alimentée par énergie solaire. Les parcelles équipées en priorité ont montré une baisse visible des pertes, ramenant la mortalité des plants à un niveau estimé nettement inférieur à celui observé lors des premières semaines, même sans chiffres nationaux consolidés. La comparaison avant-après a été suffisamment claire pour orienter les décisions locales. Autrement dit, le contrôle régulier de l'eau limite les chocs thermiques quotidiens. Le troisième indicateur s'est imposé à travers une adaptation plus simple, mais tout aussi révélatrice, l'augmentation de la profondeur des trous de bord des trous de plantation. Comme c'est dans les zones où cette méthode a été testée, les plants ont conservé un feuillage plus vert et une meilleure résistance aux périodes de chaleur intense. Les villageois ont ainsi pu comparer sur des parcelles voisines l'écart entre une plantation superficielle et une implantation plus profonde. Autrement dit, une réserve d'eau souterraine améliore la stabilité hydrique des racines. Ces trois mesures à perte initiale élevée, baisse de mortalité grâce à l'irrigation solaire, amélioration liée à la profondeur de plantation,
ont structuré une lecture progressive du projet. Elles ont permis de passer d'une impression d'échec généralisée à une compréhension plus fine des leviers d'action disponibles. L'enjeu n'était plus de nier les contraintes environnementales, mais d'identifier quelles combinaisons techniques pouvaient réduire leurs effets. Dans les villages de Prom les plus comme organisés, ces observations ont été consignées de manière rudimentaire. Des tableaux, un tableau simple avec un notin c'est chaque semaine l'état des feuilles, la vitesse de reprise après les pluies et la régularité de l'arrosage. Cette documentation, imparfaite mais continue, a servi de base à des ajustements successifs. Orientation des rangées, renforcement des brise-vents, priorisation des parcelles les plus résilientes. L'importance de cette phase tient moins elle à l'ampleur des gains qu'à leur caractère mesurable. Pour la première fois, les communautés disposaient d'éléments concrets pour comparer des pratiques et décider collectivement des suivantes. Dans ses interventions publiques, Sadat Ibrahim Traoré a insisté sur cette logique d'apprentissage progressif, soulignant que la crédibilité du programme dépendait de sa capacité à transformer des essais fragiles en méthodes reproductibles. Ainsi, la trajectoire observée ne décrit pas un succès spectaculaire, mais un déplacement clair, d'une base marquée par des pertes massives vers une amélioration tangible encore précaire, mais fondée sur des preuves locales accumulées pas à pas. Deux interprétations du programme se sont progressivement imposées, chacune s'appuyant sur des arguments solides. La première, portée par de nombreux experts étrangers, insiste sur les limites structurelles. Selon eux, la culture intensive du bananier dans le Sahel se heurte à une combinaison défavorable. Sols appauvris, saisons sèches prolongées, vents desséchants et accès limité à l'air. Il rappelle que des initiatives agricoles antérieures ont échoué malgré des moyens supérieurs, précisément parce que les contraintes hydriques dépassaient les capacités locales. Dans cette lecture, les pertes importantes observées au début du projet confirment un diagnostic ancien. L'écart entre l'ambition affichée et la faisabilité technique reste trop large pour espérer une viabilité durable. Ces experts avancent également un second argument. Même lorsque certaines parcelles montrent une amélioration, celle-ci resterait marginale et difficile à généraliser. Des solutions mises en avant, irrigation solaire ou ajustement de plantation, demandent une manette métamorphose constante et une coordination rigoureuse. À leurs yeux, ces exigences risquent de s'éroder avec le temps, surtout dans un contexte de pression économique et climatique continue. Face à cette analyse, une lecture différente s'est développée au sein des villages impliqués. Pour les habitants, les revers initiaux ne prouvent pas l'impossibilité du projet, mais soulignent la nécessité d'un apprentissage collectif. Ils mettent en avant deux éléments, souvent absents des évaluations extérieures. D'abord, la capacité d'adaptation locale, observer, tester, corriger rapidement. Et mais ensuite, la mobilisation sociale. Le fait que des communautés entières s'organisent autour d'un objectif commun réduit le risque d'abandon isolé. Cette position ne nie pas les contraintes. Elle reconnaît que les gains sont fragiles et inégaux.
mais elle souligne que les premières améliorations mesurables remettent en question l'idée d'un échec inévitable. La réalité observée se situe ainsi entre ces deux pôles. Les limites environnementales sont réelles et persistantes, mais la combinaison d'innovations techniques modestes et d'un engagement communautaire soutenu a déjà modifié la trajectoire initialement attendue. Le débat ne se joue donc pas entre succès assuré et impossibilité totale, mais dans une zone intermédiaire où chaque ajustement compte. Et là, la coordination change tout. Le cœur du programme s'est déplacé à partir de ce moment précis. Jusque-là, les ajustements techniques restaient dispersés, dépendant de l'initiative de chaque village. Avec l'introduction coordonnée des pratiques les plus efficaces, une nouvelle logique a émergé. L'irrigation solaire, les trous de plantation plus profonds et les protections contre le vent ont cessé d'être des expériences isolées pour devenir un ensemble cohérent appliqué simultanément. Cette bascule a modifié la perception même du risque. Les communautés ont compris que la fragilité ne venait pas uniquement du climat, mais de l'absence d'alignement entre les efforts. En synchronisant les gestes, elles ont réduit les pertes liées aux erreurs individuelles et renforcé la résilience collective. Les plans survivants ont servi de repères visuels, confirmant que la combinaison des techniques produisait des résultats plus stables que leur usage séparé. Dans les prises de parole, Ibrahim Traoré a insisté sur ce point charnière. Il ne s'agissait plus d'annoncer un objectif lointain, mais de consolider une méthode reproductible. Cette approche a redéfini le projet, moins une démonstration de force qu'un apprentissage structuré à l'échelle locale. À partir de là, la question centrale a changé. Il ne s'agissait plus de savoir si le projet pouvait survivre, mais jusqu'où cette coordination pouvait amplifier ses effets. Les effets du programme se sont d'abord manifestés dans les zones rurales. Pour les premiers groupes directement concernés. Pour les familles engagées dans les parcelles expérimentales, la survie progressive de certains bananiers a créé une rupture psychologique majeure. Après des années d'incertitude alimentaire, voir des plants résister à la saison sèche a offert un repère tangible. Même modestes, ces résultats ont permis de planifier des récoltes partielles et de réduire la dépendance aux denrées importées. L'impact n'est pas encore économique à grande échelle, mais il a renforcé une confiance locale essentielle à la poursuite de l'effort. Le deuxième groupe touché concerne les petites et moyennes activités économiques. Dans plusieurs communes, des coopératives, souvent dirigées par des femmes, ont commencé à structurer la transformation des bananes en produits à valeur ajoutée destinés aux marchés locaux. Cette dynamique a créé de nouveaux emplois et diversifié les sources de revenus, en particulier dans des zones où les cultures traditionnelles déclinaient. L'organisation de ces micro-chaînes d'approvisionnement, encore rudimentaires, a néanmoins renforcé les compétences collectives en gestion et en coordination. Le troisième groupe est celui des jeunes. Leur implication dans les formations et les expérimentations a modifié les relations intergénérationnelles. Les agriculteurs expérimentés transmettaient leur savoir d'adaptation, tandis que les plus jeunes introduisaient des pratiques liées au système solaire et à l'observation méthodique des plants. Cette complémentarité a transformé les villages en laboratoires à ciel ouvert. Pour de nombreux adolescents, le programme a offert
une alternative crédible à l'exode rural, en donnant un sens concret à leur participation dans la construction de l'avenir local. Enfin, le quatrième groupe concerne les acteurs institutionnels locaux. Les responsables municipaux ont constaté que l'amélioration progressive des parcelles influençait la gestion des ressources, notamment l'eau et les sols. Des réunions intervillages, etc., des relevés réguliers et le partage des techniques efficaces ont commencé à structurer des habitudes de planification inédites. Cette évolution, oui, encore fragile, a été renforcée par les interventions publiques d'Ibrahim Traoré, qui rappelait que, je sais pas, la transformation des terres sahéliennes dépendait autant de la discipline collective que des innovations techniques. À travers ces 4 catégories, famille rurale, activités économiques, jeunes et institutions locales, le programme a produit des effets visibles avant même d'atteindre sa maturité. Les résultats restent inégaux et vulnérables, mais ils dessinent un ensemble cohérent de changements concrets. Il montre qu'une initiative agricole peut devenir un levier social, économique et organisationnel bien au-delà de sa seule dimension productive. À partir des tendances observées, 3 trajectoires de pour les 12 prochains mois. Elles, sont- elles ne relèvent pas de prédictions fermes, mais de prolongements plausibles des dynamiques économiques déjà à l'œuvre. Dans l'hypothèse la plus probable, les techniques actuellement obligationnelles irrigation solaire ciblée, trous de plantation plus profondes et protection contre le vent continuent d'être appliquées de manière inégale mais régulière. Les plants gagnent lentement en robustesse tout en restant sensibles aux pics de chaleur et aux pluies irrégulières. Les bas villages parviennent à stabiliser une partie des parcelles, suffisante pour maintenir l'engagement communautaire et consolider les coopératives existantes. L'expansion reste prudente, contrôlée et dépend fortement de la discipline collective. Le projet avance sans rupture majeure, mais sans changement d'échelle rapide. Si tout se déroule au mieux, la diffusion des pratiques efficaces s'accélère entre communes grâce à des formations mieux coordonnées et à un partage systématique des retours d'expérience. Les dispositifs d'irrigation solaire bénéficient d'une maintenance communautaire plus rigoureuse, réduisant les pannes et les pertes. Les plants affichent une croissance plus régulière et les récoltes partielles deviennent plus fréquentes. Les coopératives féminines élargissent leur capacité de transformation, attirant l'intérêt de partenaires régionaux. Dans cette configuration, le programme pourrait passer d'une phase expérimentale à un modèle reproductible, capable d'être étendu progressivement à d'autres zones. Si les conditions se dégradent, une sécheresse prolongée ou une succession d'épisodes de vent sec compromet les gains obtenus. Les, les plants les plus jeunes sont touchés en priorité, fragilisant des parcelles déjà vulnérables. La fatigue humaine devient un facteur critique. Si la motivation collective s'érode, la maintenance des systèmes d'irrigation faiblit. Le projet n'est pas immédiatement abandonné, mais il entre dans une phase de ralentissement sévère, nécessitant un recentrage sur quelques zones euh, moins exposées et un gel temporaire des extensions. Face à ces 3 scénarios, une recommandation de fond s'impose.
Éviter de juger le projet uniquement à l'aune de son résultat final. La variable décisive réside dans la capacité à préserver la cohérence du travail collectif, à transformer des ajustements ponctuels en routine partagée. Errance, la question n'est donc pas seulement de savoir quelle trajectoire prévaudra, mais comment les communautés décideront d'investir dans ce qu'elles ont déjà construit. Au-delà des chiffres et des scénarios, le programme interpelle directement celui qui l'observe, qu'il vive au Burkina Faso ou ailleurs où hier. Il invite d'abord à déplacer le regard. Plutôt que de se concentrer uniquement sur le résultat final, succès ou échec, il pousse à examiner la dynamique des gestes répétés. Dans un environnement hostile, ce sont souvent ces actions simples, reproduites collectivement, qui constituent la véritable infrastructure du changement. Une deuxième piste de réflexion concerne l'engagement. Le projet montre que la persévérance n'est pas une abstraction morale, mais une pratique concrète. Continuer à arroser, protéger, observer, même lorsque les pertes en matière s'accumulent, devient un acte structurant. Pour l'observateur extérieur, cette dimension rappelle que les transformations durables reposent rarement sur des décisions spectaculaires, mais sur la capacité à maintenir un effort partagé dans la durée. Enfin, le programme met en lumière l'importance de l'organisation locale. Les communautés n'ont pas attendu des solutions parfaites pour agir. Elles ont appris à coordonner leurs ressources limitées, à documenter leurs essais et à ajuster leurs pratiques. Cette logique d'apprentissage collectif dépasse le cadre agricole. Elle renvoie à une question plus large: comment des membres des sociétés confrontées à des contraintes sévères peuvent-elles renforcer leur autonomie sans dépendre exclusivement d'interventions extérieures? Pour le spectateur, ces trois angles, gestes quotidiens, engagement persistant et organisation collective, offrent un prisme de lectures applicables bien au-delà du Sahel. Il suggère que le changement ne commence pas toujours par une rupture visible, mais par une série de choix modestes qui, mis bout à bout, redessinent progressivement les possibles. Observer ce processus, c'est aussi interroger la manière dont d'autres contextes pourraient s'en inspirer. Pour consolider les avancées obtenues, le programme doit désormais s'appuyer sur une organisation plus méthodique. L'objectif n'est plus seulement de protéger les plans existants, mais de transformer les pratiques efficaces en mécanismes reproductibles. D'abord, il faut cartographier la résilience. Les comités villageois identifient les parcelles ayant le mieux résisté aux épisodes de sécheresse. Cette sélection, réalisée au cours des deux prochains mois, repose sur des critères simples, à savoir vigueur du feuillage, régularité de l'arrosage et stabilité du sol. L'indicateur principal devient la proportion de plants encore viables après 10 semaines. Ensuite, il faut ça veut transmettre les gestes clés. Des agriculteurs expérimentés animent des formations courtes centrées sur la profondeur de plantation, la protection contre le vent et l'usage rationnel de l'irrigation solaire. Ces sessions, organisées de village en village, visent une diffusion rapide des pratiques éprouvées. Le succès se mesure à la réduction visible des plants flétris sur les nouvelles parcelles.
Puis, comme il faut sécuriser la maintenance. Les équipes techniques locales vérifient mensuellement les dispositifs goutte à goutte et coordonnent les horaires d'arrosage. Cette responsabilité partagée limite les pannes et garantit une répartition plus équitable de l'eau. Le critère de suivi, la continuité du fonctionnement sans interruption prolongée. Enfin, il faut structurer les débouchés et les groupes féminins développent les premières chaînes de transformation tandis que les communes organisent des points de collecte. L'indicateur devient la capacité à maintenir un flux régulier, même modeste, de produits dérivés. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette feuille de route replace la discipline collective au cœur du projet. Elle propose une progression réaliste, fondée sur des responsabilités claires et des mesures observables. Dans plusieurs villages, les gestes transmis au début par les anciens agriculteurs sont devenus un repère commun. Creuser une rigole, orienter un plan, renforcer un brise-vent. Ces actions simples, répétées, jour après jour, ont fini par incarner bien plus qu'une technique agricole. Elles ont symbolisé une manière de tenir même lorsque les feuilles jaunissaient et que le doute gagnait les équipes. Ce motif revient aujourd'hui comme un fil discret reliant les débuts fragiles aux actualités. Chaque bananier, encore debout, rappelle que la transformation ne s'est jamais faite d'un seul mouvement, mais par accumulation successive, correction patiente et confiance partagée. Les plans survivants ne sont pas seulement des cultures préservées, ils témoignent d'une capacité collective à apprendre, à s'ajuster et à persister face à un environnement réputé implacable. Lorsque Ibrahim Traoré évoque la suite du programme, il insiste sur cette continuité. Pour lui, comme pour les habitants, l'essentiel n'est pas la vitesse du changement, mais sa solidité. Les feuilles redevenues vertes au cœur de la saison sèche rappellent que les avancées durables naissent rarement de promesses spectaculaires, à tête, mais d'une ténacité ordinaire. Et pour conclure, la constance transforme l'effort en horizon. Au terme de ce parcours, le projet dépasse la seule image et d'une initiative agricole ambitieuse. Il devient un miroir des choix collectifs, des compromis acceptés et des efforts maintenus malgré l'incertitude. Dans un contexte sahélien marqué par la contrainte, l'expérience observée suggère qu'une transformation peut émerger sans promesse de réussite immédiate, à condition que les communautés restent inégales et alignées autour de pratiques partagées. Cette lecture invite à un dialogue plus large. Elle interroge la manière dont des sociétés confrontées à des limites environnementales fortes peuvent construire des trajectoires propres sans attendre des solutions extérieures parfaitement adaptées. Elle pose aussi la question de l'échelle et à quel moment une somme d'initiatives locales devient-elle un changement structurel perceptible. Pour ceux qui suivent cette évolution, l'enjeu n'est pas de trancher trop vite entre succès et échec. Il consiste plutôt à observer
comparer et débattre des mécanismes à l'œuvre. Les expériences décrites ici offrent des repères utiles pour penser l'autonomie, la résilience et la coopération dans d'autres contextes. La discussion reste ouverte. Selon vous, jusqu'où couche une dynamique fondée sur la discipline collective et l'apprentissage progressif peut-elle transformer durablement un territoire soumis à de fortes contraintes climatiques?